Bonjour, bonjour, c'est parti. Le temps de mettre le casque. Voilà. Et on va tranquillement y aller pour la revue de psychologie positive. Alors, sur cette belle musique. Voilà, me voilà, me voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Déjà, on va mettre une musique un peu plus cool que cette musique de Kirby. Voilà. Alors, je regarde juste ce petit mixage pour vous. Est-ce que c'est ok ou pas? Euh, Hop, oh, vous entendez rien en fait. Vous entendez plus rien. C'est moi qui dois baisser mon son. Voilà. On va laisser tranquillement la musique à un niveau acceptable. Ah voilà. Hop là. Je vous remonte un petit peu. Et on est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Je vous affiche tout de suite ça. Désolé, j'essaie de tout faire en même temps. Voilà. Très bien. Donc, on a plusieurs articles ce matin. Je vais vous ouvrir ça pour que vous voyez. Voilà. De la vulga ce matin, pas d'article scientifique non plus parce que encore une fois je suis un petit peu pris par le temps aujourd'hui. C'est un peu c'est un peu la règle en ce moment. Euh, donc je suis un peu pris par le temps et voilà ce qu'on va faire. Donc on a des articles de vulgarisation, un sur notre rapport à l'IA, hop là pardon, un sur la, la mémorisation en fait dans le cerveau qui est intéressante, un sur les influenceurs, l'image du corps, un autre sur en fait le rapport entre l'activité physique et le moment de la journée. Et puis le fameux quiet quitting, hein, le fait de se désengager de son travail avec une étude particulière sur le sujet. On va voir ce qu'on peut faire, on va voir si on arrive à tout faire, et on part tout de suite avec ce petit article sur notre rapport à l'IA. Alors qu'est-ce qu'il raconte cet article? euh, Il se base donc sur un article scientifique qui a été publié voilà, par rapport à l'autodétermination et l'intelligence artificielle, avec une étude longitudinale. Donc, qu'est-ce que cette étude nous dit? Elle nous dit que le niveau auquel on satisfait nos besoins fondamentaux, besoin d'autonomie, donc le contrôle sur nos propres actions, pardon, je vous enlève ça, le besoin de compétences, le fait de se sentir efficace quand on fait des choses, et le besoin de connexion aux autres. Et tout ça, ça en fait a un rôle et joue un rôle dans notre rapport à l'IA. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de satisfaction de ces besoins fondamentaux, qu'on a tous, hein, qui sont des besoins vraiment humains, qui sont partagés universellement, donc l'autonomie, la compétence et la connexion aux autres, eh bien ça va, en fonction du niveau de satisfaction qu'on a par rapport à ces besoins, on va pas avoir le même rapport aux intelligences artificielles qui, clairement, depuis un an, quasiment maintenant, hein, puisque ChatGPT, c'était, je crois, fin octobre, eh bien, envahissent toutes les revues tech, si vous suivez un peu certains influenceurs tech ou certains journalistes tech, vous avez tout le temps, en fait, des news sur l'IA, sur les modèles de langage, etc. Vous avez tout le temps des nouveaux usages. Vous avez évidemment après les crypto-bros sur Twitter. On retrouve la même chose avec les IA, hein, tous les experts IA, bien sûr, hein, qui vous vendent des formations. Bref, en fait, ça envahit depuis un an un peu tout, et les usages commencent aussi à envahir un petit peu tout, même si on en est encore qu'au début.
Voilà, petit à petit, ça arrive partout. Mais voilà, donc le rapport qu'on a aux IA, qui peuvent faire peur à certains, qui ne veulent pas du tout les utiliser, qui peut être un enthousiasme excessif de l'autre, eh bien, ça serait lié au niveau de satisfaction de nos propres besoins. Donc tout ça, c'est lié à la théorie de l'autodétermination, euh, qui suggère que les contextes, les environnements qui soutiennent en fait l'épanouissement et la complétion de ces besoins euh, psychologiques peut amener à plus de motivation intrinsèque, plus de bien-être et un fonctionnement plus efficace. Voilà. Et donc, si on se sent plus compétent, qu'on se sent plus connecté aux autres et qu'on se sent plus autonome, c'est-à-dire au contrôle de nos actions, en fait, on a un rapport à l'IA qui est beaucoup plus apaisé. On a un rapport à l'IA qui est beaucoup plus dans l'intérêt, la curiosité, et qui est beaucoup plus favorable. Donc ensuite, il y a une autre étude qui a été qui est citée dans cet article sur laquelle qui est un peu résumé. Non, pardon. C'est que en fait dans l'étude, oui, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Ça fait un petit moment que j'avais lu l'article. Dans l'étude, en fait, on a plusieurs études justement. En fait, c'est dans l'article, il y a plusieurs études qui ont été faites consécutivement, et donc il y a un seul article qui regroupe tout ça. Article de recherche, j'entends. Donc ça s'est fait en Europe. Donc il y a une première partie, là que j'avais pas mis en avant, mais une première partie en fait qui a été faite sur six pays européens. Voilà, donc là où on retrouve ce que je viens de vous dire sur les besoins. Il y a une deuxième étude avec des Finlandais euh, où on a pu remarquer que en fait augmenter l'autonomie et la connexion aux autres, augmenter en fait le fait que ces besoins sont satisfaits, eh bien ça apportait plus d'attitude positive envers l'IA et moins de négativité. Donc voilà, ça rejoint à ce que je vous disais au début. Et pareil au niveau du sentiment de compétence. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est... Alors l'idée, c'est pas de dire, ah bah, quelqu'un est méfiant envers les IA, c'est forcément qu'il se sent pas compétent, qu'il a des mauvaises relations et que il n'a pas de sensation d'autonomie et de contrôle sur sa vie. C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, là, il y a un lien entre les deux. Il y a une corrélation. Une corrélation, ça veut pas dire un effet de cause, enfin un lien de cause à effet, et ça veut pas dire non plus que c'est du 100%, ce qui n'est pas le cas ici, et que c'est automatique. Mais dans la population générale, il y a cette tendance-là. Donc si on augmente dans un groupe, dans une population importante, le niveau d'autonomie, le niveau de compétence, en tout cas la sensation d'être compétent et la connexion aux autres, en général, on va avoir une meilleure disposition par rapport aux IA, c'est-à-dire qu'on va pas voir ça comme le mal absolu qu'il faut éviter ou des fantasmes voilà, qui font... ça va être Skynet et on va être contrôlé par les IA, quoi. Donc en fait, ça souligne quoi? Ça souligne que c'est important de renforcer notre sentiment d'humanité à travers ses besoins, parce que c'est ça qui nous permet de ne pas voir l'IA comme quelque chose qui va nous remplacer. Parce que quand ces besoins-là sont satisfaits, on voit bien qu'on est compétent sur des domaines où l'IA ne peut pas être compétente, ou ne pourra jamais l'être, qu'on a des connexions humaines et que l'IA remplacera jamais ces connexions-là, et que on a une autonomie, un contrôle, et que l'IA va pas prendre de contrôle si on décide de ne pas lui donner sur des décisions de notre vie. Voilà. Donc les personnes qui sont, donc pour résumer encore une fois tout ça, dans les personnes qui se sentent plus connectées aux autres, qui se sentent plus capables et plus en contrôle, ont une attitude plus positive envers les intelligences artificielles. Pour utiliser le potentiel des intelligences artificielles, c'est important de comment dire, en tant que législateur, en tant que décideur, etc., puis en tant que prescripteur éventuel, c'est important de prendre en compte justement les différentes perspectives et différentes préoccupations que les gens peuvent avoir par rapport à la techno. Et ensuite, si on veut
par exemple, j'ai n'importe quoi dans une boîte, améliorer l'adoption de l'IA, effectivement, il faut former les gens, ça c'est une première chose, et puis il faut essayer de renforcer la satisfaction de leurs besoins psychologiques de base. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, c'est ce qu'il disait exactement là. Hein. C'est quand on veut le faire dans les organisations, vous êtes dans une boîte qui n'est pas forcément une boîte de tech, hein, mais vous voulez mettre en place des outils d'IA, etc. Bon, bah, faut former les gens et puis il faut construire la confiance des employés, c'est-à-dire le sentiment d'autonomie et de compétence. Donc le sentiment d'autonomie, c'est laisser les gens prendre leurs responsabilités, gérer aussi leur quotidien, leur travail comme ils le souhaitent pour pouvoir se l'approprier pleinement, et développer leur sentiment de compétence aussi avec tout ce qu'on peut avoir pour développer la compétence au travail. Les feedbacks positifs, un management bienveillant, etc., etc. Et puis après, il y a de la formation vraiment technique éventuellement sur les IA, même s'il n'y a rien de très compliqué par exemple pour utiliser ChatGPT, mais il y a quelques éléments qu'on peut, euh, qu'on peut apporter. Et puis après, il y a des outils qui se basent sur le modèle de langage d'OpenAI euh, ou d'autres d'ailleurs. Hein. Et donc là, il y a un petit peu une courbe d'apprentissage, notamment pour les IA génératives au niveau visuel. Là, c'est encore autre chose. Voilà. Et puis après, il faut créer une communauté de partage aussi, puisque ça crée ce sentiment de connexion, ça complète aussi ce besoin d'appartenance, de connexion aux autres, le fait de pouvoir partager ses bonnes pratiques autour de l'IA, ses préoccupations, ça permet de renforcer ce besoin-là, de le combler un petit peu, mais tout en le construisant autour de pratiques de l'IA. Donc voilà pour la première approche, la première article de ce matin. L'idée c'est de se dire, ok, les outils d'IA, de toute façon, ils ne vont pas disparaître. Et franchement, ils peuvent être très utiles. Il y a plein de domaines où c'est useless total, mais il y a plein de domaines où c'est utile. Et si on fait aussi attention à vérifier l'information derrière, etc. Et donc, c'est dommage de ne pas les utiliser du tout, par peur ou par préoccupation. Et donc, justement, pour travailler sur cette peur ou cette méconnaissance et cette envie de s'écarter complètement de ces technologies, eh bien, pour réduire ça, il faut travailler sur les besoins psychologiques de base, compétences, autonomie et connexion aux autres. Voilà, premier article de la matinée. Alors on va changer un petit peu d'ambiance, on va aller tout de suite, pardon, à chaque fois je me trompe d'onglet, sur cet article aussi de vulgarisation qui a été publié dans Scientific American et que j'ai téléchargé au moment où il était gratuit et que vous avez ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte cet article? Il nous parle de la mémoire. Alors, vous savez ou vous savez peut-être pas, la mémoire humaine, et depuis qu'on a possibilité d'étudier ça de manière cérébrale avec l'imagerie, etc., en plus de la dissection, voilà, mais depuis qu'on peut l'étudier de manière dynamique, et encore une fois, je rappelle que l'imagerie cérébrale, le vrai boom de l'imagerie cérébrale, je parle pas de l'électroencéphalogramme avec les électrodes sur le crâne qui est très très peu précise, mais vraiment de l'IRM, du PET scan, etc. Euh, le boom de l'imagerie cérébrale, c'est les années 90. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez récent. Il faut toujours garder ça en tête. Hein. Les études sur le cerveau avec l'imagerie cérébrale, elles ont commencé dans les années 90. Vraiment, il y a quelques éléments. L'IRM, ça a été créé dans les années 80, mais voilà, pour aller vraiment plus loin, c'est vraiment les années 90 où ça s'est développé, où les technologies ont continué à progresser vraiment en finesse, où il y a eu plusieurs technologies qui ont été développées. Et donc 90-2000, et donc c'est encore assez récent. En sachant que quand on fait des études sur le cerveau, c'est souvent sur des très petits échantillons. On est sur 6-7 participants, parce que chacun a un cerveau différent, il faut calibrer les trucs, tout ça, ça prend du temps, c'est des moyens, c'est des ressources. Les IRM, il n'y en a pas partout, et souvent c'est dans les hôpitaux, donc il y a des temps d'accès pour la recherche, etc., qui sont limités. Bref, c'est assez récent. Et alors, qu'est-ce qu'on sait sur le fonctionnement de la mémoire selon toutes les études qui ont été publiées et à la fois aussi des études chez l'animal, hein, le modèle animal avec voilà, des modifications génétiques et directement les électrodes dans le cerveau avec voilà, le truc un peu plus hardcore. Qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Et je vais très vite, il y a plein de... Pareil, des études chez l'épileptique pendant les opérations, il y a plein de choses hein, aussi chez l'homme, mais bref.
c'est que la mémoire, elle fonctionne de la manière suivante. On crée des premiers souvenirs, en fait. La première mémoire, on va dire, elle se passe dans le centre de notre cerveau, dans les hippocampes. Et petit à petit, en fait, à force d'évocation, de répétition, de réévocation, en fait, on se rappelle le souvenir, etc., petit à petit, en gros, l'engramme, c'est-à-dire donc la trace du souvenir au niveau neuronal, elle va se déplacer progressivement du centre de notre cerveau à notre néocortex, donc aux zones qui sont, voilà, qui sont les plus récentes en fait dans l'évolution. Et c'est là que ça devient vraiment de la mémoire à long terme. En gros, moi, de ce dont je me souviens approximativement, on va avoir pendant 1 an, 2 ans, voire même 3 ans, les souvenirs qui sont euh, complètement ou partiellement stockés dans les hippocampes, et petit à petit, enfin, et les structures centrales du cerveau, mais c'est l'hippocampe principalement, et petit à petit, ça va se reconnecter, on va créer des réseaux avec notre néocortex, et au final, les souvenirs vont être stockés plutôt dans le néocortex quand c'est des souvenirs à long terme, à force d'être réévoqués. Et on le sait parce que avec les traumas crâniens, les AVC, les souvenirs récents, etc., la mémoire, la perte de mémoire rétrograde ou antérograde, donc rétrograde les souvenirs du passé ou antérograde le fait les gens qui n'arrivent plus à créer de nouveaux souvenirs. Bref, tout ça, on a des éléments là-dessus grâce à l'étude de l'imagerie cérébrale, de personnes cérébrolésées, de personnes aussi, où à l'époque, comme le fameux patient HM, si vous ne connaissez pas cette histoire, elle est intéressante. Je crois que c'était un épileptique dans les années 50 ou 60 aux États-Unis en fait, et à l'époque on s'emmerdait pas, on lui a enlevé les hippocampes. Donc carrément des grosses structures du cerveau, et en fait il était plus capable de créer de nouveaux souvenirs. Donc il a eu cette opération pendant une vingtaine d'années, puis il est mort assez vieux, mais en fait il était... Voilà. Donc c'est une étude grandeur nature assez tragique de la mémoire, mais bon, c'est à l'époque où on faisait des lobotomies encore et tout, donc bref. Donc on a quelques éléments d'information. Et là, cette étude, donc on a une étude qui a été publiée assez récemment sur les souvenirs. Parce que ce qu'on pensait, c'était que les souvenirs, donc ils sont revisités, ils sont retransformés au fur et à mesure, mais que en fait, euh, on pouvait, quand vous oubliez quelque chose, au final, vous oubliez un peu définitivement. C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs qui sont effacés. Pour mémoriser des choses, il faut faire un tri, une sélection. Et donc, la mémoire, c'est pas un enregistreur pas une bande magnétique qui enregistrerait toute votre journée, et puis après, on a juste une sélection qui se fait par-dessus. C'est qu'à un moment donné, il y a des choix qui sont faits assez rapidement. Donc, voilà, ce qu'ils disent ici, c'est que le fait d'oublier peut aider les gens à gérer les choses psychologiquement, ou à se débarrasser de connaissances inutiles. Et donc, il y a une nouvelle étude qui a été publiée par Thomas Ryan du Trinity College de Dublin et par ses collègues. Donc, une étude chez l'animal sur des éléments biologiques par rapport à la formation des souvenirs. Et donc, leur travail, qu'est-ce qu'il dit? Je vous le traduis en même temps, là, en reprenant le truc. C'est que si on ne peut pas se souvenir d'un vieux numéro de téléphone ou du nom d'un prof qu'on a eu au lycée ou au collège, ça ne veut pas forcément dire que ces souvenirs-là sont perdus. En fait, dans leur étude, ce qu'ils semblent montrer, c'est que le fait d'oublier quelque chose, c'est un processus actif que le cerveau active pour favoriser l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est définitif et qui est passif, et en fait, se souvenir de quelque chose, c'est quelque chose d'actif, et le fait d'oublier, ce serait le cours normal des choses qui n'a pas besoin d'une intervention active de notre cerveau. Eh bien non, en fait, les deux seraient des processus actifs. Donc oublier, ce serait un processus actif. Donc voilà, on peut pas, de toute façon, on peut pas se souvenir de tout ce qui se passe au quotidien dans notre vie, sinon, enfin, on n'a pas la capacité pour retenir tout ça et pour trier les informations. Et on a de plus en plus d'éléments de recherche en neurosciences qui commencent à explorer vraiment l'idée en détail de l'oubli.
Et en fait, ils expliquent et qui expliquent de plus en plus que le fait d'oublier, ce serait vraiment un processus adaptatif, donc qui est utile, plutôt qu'un processus de limite. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas parce que notre cerveau ne peut pas se souvenir, mais en fait, on oublie parce que stratégiquement, c'est plus intéressant d'oublier. En tout cas, l'évolution, c'est en tout cas une option d'évolution qui était plus intéressante que le fait de se souvenir de tout. Voilà. Ok. Une fois qu'on a dit ça, euh, donc là, ils redéfinissent un peu les choses qui sont évoquées dans l'étude, c'est que l'amnésie, on a souvent comment dire, l'habitude de dire que l'amnésie c'est quelque chose de pathologique, hein, quand on est amnésique, voilà. En fait, l'amnésie il y a tout un éventail d'amnésie. Il y a l'amnésie effectivement pathologique où on n'arrive plus à se souvenir d'une partie de notre vie suite à un trauma, etc., ou suite à un choc psychologique. Et puis, qui rend difficile la création de nouveaux souvenirs. Et puis après, il y a l'amnésie du quotidien, en fait, sur certaines infos, etc. Donc l'étude qui a été publiée, elle a été faite chez les souris, donc toujours avec les limites à apporter à ça. Hein. C'est des souris, le cerveau des souris, ok, il ressemble au cerveau des êtres humains, beaucoup plus simple, mais c'est pas un cerveau humain. Mais bref, les processus ensuite neurologiques sont quand même les mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec les souris les chercheurs les ont entraînées pour qu'elles associent un objet avec une pièce ou un environnement. Et donc quand ils présentaient de nouveaux objets, non, pardon, c'est après. Et donc ils présentaient par exemple des objets, par exemple un tube ou un cône, à des souris dans un contexte particulier, des objets qu'elles n'avaient jamais vus avant. Et ensuite, le jour suivant ou la semaine suivante, ils demandaient aux souris d'inspecter deux objets. Un qu'elles avaient associé avec le contexte dans lequel elles étaient, et un autre qu'elles n'avaient pas encore associé, qu'elles ne connaissaient pas. Et donc en fait, les souris, comme elles sont curieuses, elles inspectaient beaucoup plus le nouvel objet dans le contexte en question. C'est-à-dire vous avez un objet qu'elles ont déjà vu dans ce contexte-là, plus un objet qu'elles n'ont jamais vu et jamais vu dans ce contexte-là, et les souris vont plutôt explorer le nouvel objet. Voilà. Mais si elles oubliaient en fait qu'elles connaissaient l'autre objet, le premier objet, eh bien les deux objets paraissaient nouveaux à la souris et elle explorait également les deux, de manière égale les deux. Voilà. Pareil, ils ont fait une autre étude avec un petit choc électrique, donc le côté j'oublie parce que donc un conditionnement de peur, j'oublie dans un contexte parce que j'ai subi un trauma. Euh, donc soit elles s'en souviennent de ce choc électrique et donc elles vont aussi se bloquer dans l'environnement parce qu'elles se rappellent que dans cet environnement elles ont eu un choc électrique, soit elles s'en souvenaient pas et donc elles se bloquaient pas dans l'environnement. Elles n'étaient pas genre figées dans l'environnement parce qu'elles s'en souvenaient pas. En tout cas, voilà. Donc ça aussi c'est une autre manière de voir si les souris ont oublié ou pas. Donc on va voir après les résultats de l'étude. En gros, ce qu'il raconte aussi ici, c'est qu'on oublie des choses pour plusieurs raisons en fait en milieu naturel, nous les humains et les animaux en général. Ça peut être parce que ça s'efface au fil du temps, c'est pas assez réévoqué. Oups là, pardon, la lumière s'est éteinte. Soit parce qu'il y a un inférence rétroactive, c'est-à-dire que les nouveaux souvenirs sont trop proches des anciens et donc ça les parasite et ça les remplace entre guillemets. On peut pas, les deux souvenirs étant trop proches en termes de contenu, il y en a un qui va manger l'autre un peu. Et donc ça c'est une autre manière d'oublier aussi. Bon. Alors, ce qu'ils ont fait avec les souris, c'est qu'ils ont essayé de localiser les engrammes. Donc ce que je vous disais, un engramme, c'est la trace, enfin, c'est en gros le lieu physiologique du souvenir dans le cerveau. Donc ils ont utilisé des techniques génétiques pour qui font que en fait ils ont pu marquer des gènes qui s'activent que quand certains neurones sont actifs.
Donc, en gros, quand un nouveau souvenir se formait, ça marquait certains neurones dans comment dire, une durée particulière. Et donc, en gros, pour faire très simple, ils arrivaient à marquer les neurones liés à la création du souvenir. Donc, ils savaient de quels neurones il s'agissait, et donc ils pouvaient voir si ces neurones étaient activés ou pas. Donc, si le souvenir existait toujours ou pas. Enfin, en tout cas, s'il était activé par la souris, ou s'il n'était pas activé par la souris. S'il n'est pas activé, bon, ça veut dire qu'on ne s'en souvient pas. Alors, qu'est-ce que ça a donné ça? Donc, il pouvait aussi les bloquer, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu voir? C'est que, en fait, les souvenirs, même quand les souris ne s'en souvenaient plus, en fait, ils survivaient. En fait, il n'y avait rien de structurellement dans le cerveau qui posait problème. Il n'y a rien qui posait problème dans le cerveau structurellement par rapport à ces souvenirs. Les neurones étaient toujours là, il n'y avait pas de problème de fonctionnement, etc. Sauf que les souris n'arrivaient pas à les réactiver. Voilà. Les engrammes, donc les traces neuronales des souvenirs, ils étaient dans le cerveau, ils étaient là, ils étaient en santé, ils fonctionnaient. Et donc, ils ont aussi travaillé sur des récepteurs chimiques, sur les neurones, bref, qui peuvent être activés par la lumière. Et grâce à cette méthode-là, et encore une fois en rentrant dans les détails, ils pouvaient activer ou désactiver des souvenirs. En gros, ils pouvaient activer ou désactiver les neurones, le circuit de neurones lié aux souvenirs. Et quand ils faisaient ça, quand ils les activaient, donc c'est par la lumière avec un signal, voilà, euh, eh bien les souris pouvaient se souvenir des. En français, ça fait bizarre. Elles pouvaient réactiver les souvenirs qu'elles n'arrivaient pas à réactiver avant. C'est-à-dire, vous avez une souris qui montre qu'en fait, elle ne se souvient pas d'avoir vu l'objet. Mais quand on regarde dans le cerveau, elle l'a bien fait et on voit qu'un souvenir a été formé normalement. Elle ne s'en souvient plus quand on lui représente. Mais quand on restimule les cellules correctement, en fait, tac, ça réactive le souvenir. Et ce qu'ils ont montré aussi, c'est que si en fait ils bloquaient donc une souris qui se souvient bien ou c'est activé, en fait s'ils bloquent les récepteurs en- de manière active, en fait les souris vont oublier. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, pardon. Il y a deux choses différentes parce qu'il y a les récepteurs et l'activation avec la lumière, etc. Bon, bref. Ce qu'ils ont aussi montré, c'est que donc avec les récepteurs, ils bloquaient les neurones de, qui étaient liés au souvenir, tout en mettant les souris dans des situations qui étaient trop proches et qui posaient problème par rapport à la création de souvenirs, enfin qui normalement posaient problème pour la création de souvenirs, en fait les souris n'oubliaient pas. Donc en fait quand ils activaient volontairement certains souvenirs, en fait c'est ce blocage volontaire faisait, enfin ce blocage volontaire en fait permet d'oublier. Mais c'est un blocage volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une activité derrière, cellulaire, qui fait que c'est bloqué. Bon là c'est eux qui l'ont provoqué. Et en fait il faut qu'il y ait une activité spécifique qui se passe dans le cerveau pour bloquer un souvenir. Donc en fait, le fait d'oublier, c'est pas de la compétition entre différents souvenirs dans le cerveau et qu'il y en a un qui prend le dessus. Quand on a des perturbations comme ça de mémoire, on appelle ce qu'ils disaient tout à l'heure, hein, le parasitage entre plusieurs souvenirs. En fait, le fait d'oublier, c'est un processus actif dans le cerveau, pas forcément conscient, mais actif dans le cerveau, et qui fait partie du processus d'apprentissage. Donc, en fait, le cerveau crée un engramme qui est en compétition avec un ancien engramme,
Et le cerveau doit décider lequel il va garder. Parce qu'en fait, ils sont trop proches d'un point de vue du contenu et donc de la structure aussi dans le cerveau, et donc il faut qu'il garde un circuit plutôt que l'autre. Et donc il désactive volontairement l'un des deux. Donc il y a eu d'autres recherches par rapport à Alzheimer où on a pu montrer en fait que les engrammes aussi ils survivent, mais que les souvenirs liés à ces engrammes auxquels on n'a pas accès consciemment, en fait, ils peuvent être récupérés avec une activation optogénique, donc c'est les fameux récepteurs. Voilà. Donc l'idée dans tout ça, c'est que l'oubli, c'est pas forcément des engrammes qui se dégradent dans le cerveau. Alors en tout cas à court, moyen terme, à long terme, je dis pas sur 20 ans, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui se... Si en fait le souvenir n'est pas réactivé régulièrement, hein, enfin l'engramme, eh bien on va quand même finir par avoir peut-être une désactivation ou une disparition du réseau de neurones qui va être utilisé pour autre chose. Mais en tout cas pour des souvenirs qui sont rappelés suffisamment régulièrement pour rester, quand ils sont oubliés, c'est plutôt un processus actif, et donc peut-être qu'on pourrait, enfin si ça se confirme bien, ce qu'ils ont pu observer chez l'animal, ça voudrait dire qu'on pourrait réactiver des engrammes parce qu'ils sont intacts, et donc on pourrait réactiver des souvenirs qui sont oubliés. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Hop, je vais essayer de rallumer la lumière. Hein, voilà. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que potentiellement... Alors après, déjà, il faut d'autres études. De deux, il faut savoir où sont les souvenirs dans le cerveau, quel réseau de neurones. Donc ça commence à devenir compliqué. Hein, et activer ce réseau spécifique. Bon. Mais admettons dans un monde de science-fiction qu'on arrive à le faire, à repérer où sont les engrammes dans le cerveau, eh bien on pourrait potentiellement les réactiver quand ils sont oubliés. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. C'est quand même hyper intéressant. Donc voilà, un peu compliqué, un peu long. Désolé, j'étais un peu... ça fait longtemps que je l'ai lu, donc voilà. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, le fait d'oublier, c'est un processus actif de blocage de certains réseaux de neurones, d'engrammes donc dans le cerveau, et que potentiellement, il y aurait moyen de réactiver des souvenirs oubliés si on arrivait à les repérer chez l'humain et qu'on pouvait l'activer comme chez les souris, mais c'est le même mécanisme, donc on pourrait potentiellement, mais il faut les repérer d'abord. Donc intéressant, un peu révision de la perspective qu'on a sur la mémoire habituellement, et voilà, donc à creuser à l'avenir, on verra bien ce que ça donne, mais ça peut être une piste intéressante, évidemment, avant d'arriver à quelque chose d'applicable chez l'humain. Si tant est que ça se confirme et qu'on y arrive, ce ne sera pas avant des décennies. On ne sera probablement pas là pour le voir, si jamais ça aboutit. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour finir Est-ce qu'on parlerait pas un peu de l'activité physique pour terminer sur cette matinée, sur cette semaine? Pardon, ouf, de revue psychologie positive. Justement, parlons de l'exercice physique le matin. Parlons des gens du matin, des gens du soir, pendant que je baille. Donc, un nouvel exercice. Un nouvel exercice. Pardon. Un nouvel article qui a été publié. Voilà, hop là. Qui a été publié, il y a plusieurs études là, mais voilà, un article qui a été publié donc en septembre 2023 sur le lien entre le moment de la journée, l'activité physique et l'obésité, bon, et donc la surcharge pondérale, etc. Alors, première chose, il parle de MVPA, donc Moderate to Vigorous Physical Activity, donc activité physique de modérée à vigoureuse. Donc modérée à vigoureuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher vite, ça veut dire courir lentement. Voilà, ce genre d'activités qui sont pas des activités qui demandent un effort physique extrêmement important, qui demandent un certain effort physique. Et donc ces activités-là, on sait que quand on les pratique régulièrement, évidemment,
quel que soit le moment de la journée, ça va augmenter le bien-être et influencer la régulation du poids et, de la masse adipeuse. Bon. Et visiblement, donc cette étude-là suggère que le fait de le faire le matin serait légèrement plus intéressant, d'un point de vue de la santé, du poids, du bien-être, que de le faire plus tard dans la journée. Donc, c'est-à-dire pas le matin, le midi, le soir, etc. Donc, dans cette étude que je vous ai montrée à l'instant, là, on avait 5000 personnes donc, qui faisaient des activités comme ça, soit le matin, pour 642 d'entre eux, soit en gros le midi ou l'après-midi pour 2456 personnes, soit le soir pour 2187. Qu'est-ce qu'ils ont montré, les chercheurs qui ont fait cette étude? Eh bien, que les personnes qui avaient une pratique quotidienne d'au moins 150 minutes d'activité modérée le matin, chaque semaine, avaient un IMC qui était plus, et un tour de taille qui était plus faible que ceux qu'ils faisaient l'après-midi ou le soir. La même durée. Alors, déjà, moi, quand je regarde ça, je me dis, alors, marcher vite, se courir lentement, ok, marcher vite, pourquoi pas, mais 150 minutes, on est quand même sur 2h30. 2h30 par jour. Et comme on est sur un truc qu'on regarde le matin, le midi ou le soir, ça veut dire que vous faites vos 2h30 le matin. Donc, bon, il faut aller jusqu'à cette durée de pratique pour qu'il y ait une différence entre le matin, l'après-midi et le soir. Bon, déjà, quand même, il faut relativiser les choses. Hein. Qui a le temps de faire 2h30 de sport tous les jours, le matin? Je ne sais pas. Qui sont ces gens? Alors, donc là, c'était une cross-sectional study, c'est-à-dire qu'ils ont pris des gens qui faisaient déjà ça et ils ont comparé en fonction du déclaratif. Ce que disent les auteurs, c'est qu'il faudrait faire des essais cliniques avec une randomisation complète, c'est-à-dire on prend les gens, on les met au hasard dans les groupes, on les attribue au hasard dans les groupes de faire le matin, le midi ou le soir leur activité physique et on compare. Il faudrait faire ça pour vraiment confirmer les résultats. Parce que les études, je ne sais plus comment on dit en français, cross-sectional, donc transversal, comme ça on prend une photo à un instant T de gens qui pratiquent déjà des choses, ça montre pas l'évolution et ça prend pas en compte plein d'autres éléments de l'environnement et de la pratique, enfin d'autres paramètres de la vie quotidienne, quoi. Ensuite, il y a une deuxième étude. Donc celle-ci, avec l'association au diabète de type 2 et l'activité physique. Donc une étude anglaise cette fois, enfin du Royaume-Uni. Donc qui fait le lien entre les activités physiques d'intensité variable, plusieurs niveaux d'intensité, et leurs conséquences sur des personnes qui sont en prédiabète, en fait, en risque, enfin même pas en prédiabète, en risque de développer un diabète de type 2. Donc, quelle est leur activité physique, quelle est son intensité, et quel est le moment de la journée où ils pratiquent cette activité physique. Ces personnes à risque. Voilà. Donc 93 000 Anglais, enfin britanniques on va dire, sans histoires de diabète de type 2. C'est-à-dire qu'ils ont un risque, mais ils sont pas entrés dans le prédiabète ou en diabète. Et ils avaient un accéléromètre pour mesurer vraiment leur mouvement quotidien 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et 7 ans plus tard, la recherche a retourné vers ces gens-là pour voir s'ils avaient développé un diabète de type 2. Donc en gros, vous mesurez pendant une semaine l'activité physique des gens, le fait qu'ils ne bougent ou pas, et vous regardez pendant une semaine. Vous regardez 7 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont développé ou non un diabète de type 2? Donc ils ont converti les données de l'accéléromètre en équivalent métabolique de tâches. Donc si vous allez dans les salles de sport, vous avez déjà vu ça sur les appareils, je pense, de cardio, que ce soit les vélos, les tapis de course, etc. Vous avez souvent le truc MET, en fait, ce truc américain, qui est très utilisé anglo-saxon,
d'équivalent métabolique de la tâche. C'est-à-dire, c'est une espèce d'unité commune pour mesurer, pour comparer en fait différentes activités. On va dire, en mètres, ça fait combien? C'est une unité. Voilà, donc on arrive à, en fonction par exemple de la vitesse à laquelle vous courez, de votre poids si vous le rentrez et de votre âge, on va pouvoir calculer à peu près des unités standards de dépenses énergétiques, en fait, de dépenses métaboliques. Et comme ça, on peut les comparer, ces unités standards, à ce que vous dépenseriez ou ce que dépenserait une autre personne plus grosse, plus fine, etc. Ou vous sur un autre type d'exercice, genre le rameur ou autre. Et ça permet comme ça de faire des vraies comparaisons sur la dépense et la consommation métabolique. Parenthèse fermée. Donc ils ont transformé ça et ils ont divisé ça en 3 périodes de temps. Soit les gens qui pratiquaient plus entre 6h et midi, enfin, ils n'ont pas encore fait les catégories à ce niveau-là, mais en gros, ils se disent, ben voilà, combien est-ce que vous avez fait de dépenser de mètres, à quel niveau de mètres vous êtes entre 6h et midi, entre midi et 18h, et entre 18h et 24h. Donc en gros, on a matin, après-midi et soir. Et les chercheurs donc, ont trouvé que une activité physique modérée, le matin, comme le fait de, par exemple, marcher lentement, était associée à une réduction de 10% du risque de diabète de type 2. Le fait d'avoir une activité physique modérée l'après-midi, puisque là on est sur l'accéléromètre, donc c'est le fait de marcher, etc. Donc la dépense énergétique que vous faites en bougeant pendant l'après-midi, le matin ou pendant la soirée. Donc quand on a une activité physique le matin suffisante, on a un risque de 10%, une baisse du risque de 10% de développer un diabète de type 2. Quand c'est l'après-midi, on a une baisse de risque de 9% de développer un diabète de type 2. Et quand c'est le soir, l'activité légère ou modérée, physique, il n'y a pas de baisse significative du risque de diabète de type 2. Par contre, quand on bascule sur l'activité physique vigoureuse, c'est-à-dire que là vous faites vraiment une séance de sport un peu vénère, quoi. Vous faites, je sais rien, vous faites de l'entraînement fractionné, vous faites de la boxe, vous faites même de la danse, vous faites de la musculation, vous faites de la course à pied à bonne vitesse, vous faites du volley, du foot, peu importe. Le fait de faire une activité physique vigoureuse, par contre, là, quel que soit le moment de la journée, ça fait baisser le risque de diabète de type 2. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? La première étude, pour moi, elle est intéressante, mais elle n'est pas très... Il faudra revoir dans le détail le protocole, mais elle n'est pas très intéressante parce que, encore une fois, vous dire que si vous faites 2h30 d'activité, de déplacement, d'activité un peu modérée le matin, vous allez avoir un plus faible IMC par rapport au midi ou au soir. Ok, très bien. 2h30 quand même d'activité, c'est beaucoup. Même si voilà, vous avez du temps de transport, vous êtes dans le métro, tout ça, vous bougez, vous montez les marches, etc. Donc ça c'est déjà une partie de l'activité physique, mais 2h30 tout le monde ne les fait pas, s'il faut aller jusqu'à 2h30 c'est quand même pas mal. Qui a le temps? Ça fait baisser le poids, bah oui, vous dépensez plus d'énergie, donc vous allez, voilà, si votre alimentation elle bouge pas à côté, forcément vous allez perdre du poids. Ok, je la trouve pas très intéressante. La deuxième étude par contre elle est intéressante parce que là, on a un vrai lien de cause à effet, parce que c'est pas une étude à un instant T, c'est un lien de cause à effet qui a été mesuré, voilà, même s'il y a plein de limites qu'on pourrait évoquer, mais voilà, et qui montre que l'activité en fait modérée, soft, visiblement, il vaut mieux la faire le matin, même si certains sont, alors ils n'ont pas cette donnée-là en plus, il faudrait recroiser les données quand même, mais on sait qu'il y a des gens en termes de cycle de l'attention, de cycle d'éveil, qui sont quand même plus efficaces le matin ou le soir, ou un peu entre les deux. Je crois de mémoire qu'un gros tiers, voire un peu plus, est à peu près entre les deux. Et pas forcément du matin ou du soir, mais un peu, pas forcément de préférence. Qu'il y a un tiers qui est plutôt du matin et un tiers qui est plutôt du soir. Et il y a des études qui ont montré que, en fait, coordonner l'activité physique avec ces moments-là, ça pouvait être intéressant si c'est aligné. Si vous êtes du matin et que vous faites, enfin, l'immense majorité des gens, quand ils font une activité physique le soir, c'est moins intéressant pour la perte de poids, etc.
Il n'y a que les personnes enfin, parce que ça peut retarder l'endormissement, etc. Quand vous êtes du soir, par contre, ça peut avoir un intérêt. Bref, en fait, il y a déjà des études qui croisent un peu tout ça. J'ai plus tout en tête, mais ça peut avoir un intérêt de timer par rapport à tout simplement votre niveau d'énergie. Vous êtes plus du matin, vous avez plus la patate, ça peut être intéressant de le faire le matin, quoi. Et inversement avec le soir. Après, ça dépend aussi de votre emploi du temps, de plein de choses. Donc, il faut toujours relativiser. Mais là où c'est intéressant, c'est ce que ça nous dit, c'est que l'activité physique modérée le matin, bah, c'est plus intéressant que l'activité physique modérée le reste de la journée. Il faudrait recroiser avec ces cycles-là et le fait que les gens soient plus du matin ou du soir pour vraiment dire que c'est la réponse générale, mais c'est plus intéressant. Par contre, on n'a pas tous le temps de faire ça et c'est pas le plus important. En fait, le plus important, c'est si vous faites une activité vigoureuse dans la semaine, et ben en fait, peu importe le moment, ça va être hyper efficace. Donc, si vous voulez faire que de la marche rapide, bah oui, si vous faites que ça, il vaut mieux le faire le matin. Par exemple, vous êtes retraité, vous avez le temps, eh ben allez-y, faites ça si c'est ça qui vous amuse. Mais le mieux, c'est quand même soit de compléter avec une activité physique plus intense, soit de faire une activité physique plus intense tout court. Et donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc on n'est pas obligé de se taper un marathon tous les matins, quoi. Voilà tout simplement ce que j'ai envie de vous dire. On n'est pas obligé non plus de se taper 2h30 de marche tous les matins. Donc en gros, l'idée c'est que on a une activité physique modérée qui est intéressante quand elle est faite le matin pour la santé, plus intéressante. Mais dès qu'on parle d'activité physique, en vrai, le mieux encore, c'est de faire une activité physique un peu plus intense, mais si vous en faites moins dans la semaine, parce que c'est ça qui protège vraiment il y a plein d'études dessus, hein, de plein de choses, de plein de problèmes de santé plus tard. Donc, faites du sport, bougez-vous le fiac. Voilà, écoutez, voilà pour les articles de ce matin, hein, il est 9h, donc on va tout simplement s'arrêter là, hein. Hop. On a encore d'autres articles. J'ai plein d'articles de recherche. La semaine prochaine, je vais quand même tenter le coup. Alors, il faut que je vois mon emploi du temps. Mais je vais quand même tenter le coup de vous faire des articles de recherche un peu plus directement, pas que de la vulga. Parce que j'en ai plein en stock qui sont intéressants. Ça prend plus de temps, donc il faut que. Alors, il va falloir s'y coller. Je regarde ça. Peut-être un stream ce week-end, je ne sais pas. J'ai une vidéo à monter pour le blog et tout, donc à finir le montage et tout, donc je suis pas sûr que j'ai le temps. Mais en tout cas, je vous remercie d'être passé sur le live. Je vous remercie si vous regardez le replay de la revue de Psychologie Positive. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Donc la semaine prochaine, jeudi matin, de 8 à 9. Et puis, suivez le blog aussi, puisque la semaine prochaine, nouvelle vidéo sur le bien-être numérique. Voilà. Merci à tous. Excellente journée à vous. Et puis, à très bientôt.